T'as vu Fabien Roussel, ce qu'il a dit? Non, ça suffit Fabien Roussel. Ça suffit. Au bout d'un moment, on voit bien qu'il fait tout pour se faire remarquer, on va l'ignorer. Non mais il a sorti une vidéo. Oui, il a sorti une vidéo, il a dit une connerie, enfin bon voilà, Fabien Roussel quoi. On va pas faire ça toute l'année. Bon alors la gauche là, c'est le malaise là, qu'est-ce qui se passe avec Bayou, Quatennens, là, c'est quoi ce bordel? Alors quand on lit vos programmes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est super bien, c'est le top du féminisme. Par contre, quand il s'agit de gérer les cas en interne, là ça bafouille, on sait plus quoi dire, on fait des tweets de merde, hein Jean-Luc? Et puis après c'est aux femmes du parti d'aller sur les plateaux, en conférence de presse pour rattraper le coup. Madame Autain, je pense c'est un sujet qui vous intéresse, quelle est votre position par rapport? Oui, mais je sais que vous réagissez beaucoup sur ces questions, c'est normal. J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Comme vous voulez. Bon, vous voyez de quoi on va parler de ce qui est devenu l'affaire Quatennens. Le député insoumis a reconnu avoir été violent avec sa femme, il a notamment admis lui avoir donné une gifle, lui avoir pressé le poignet, confisqué son téléphone, le tout dans le contexte d'un divorce que Quatennens qualifiait de difficile dans son communiqué. Les faits relatés par Adrien Quatennens sont graves, il s'agit de violences, et le contexte de ces violences n'est pas une excuse. Oui, parce que depuis quelques années, on connaît un peu mieux les féminicides, on les raconte mieux, on voit qu'il y a un truc qui revient quand même, c'est le mari violent, qui pète un câble précisément au moment où sa femme le quitte, c'est-à-dire au moment où elle sort de son emprise. Voilà, donc il y a des signes, on connaît le pattern. Donc les gestes qu'a admis Adrien Quatennens ne pouvaient pas être traités à la légère. En tout cas, Mélenchon aurait pu publier autre chose que ce qu'il a tweeté le dimanche 18 septembre. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. La militante féministe, Caroline Dehaas, lui a proposé en réponse un exemple de ce qu'il aurait pu tweeter ce jour-là. Les violences au sein du couple sont intolérables. Quels que soient les conflits qui existent, j'exprime mon soutien à Céline, je prends acte des excuses et du retrait d'Adrien de ses fonctions au sein du mouvement, tout mon soutien aux femmes victimes partout dans le monde. Voilà, c'est vrai que c'est mieux. Oui, du coup pour en savoir plus, on a interrogé Caroline Dehaas pour voir comment elle interprétait le tweet de Mélenchon et ce qu'elle en comprenait. Pour moi, là, il y a pas uniquement, il y a un signal de manque de formation de la part des dirigeants politiques, pas que de Jean-Luc franchement, de la part des dirigeants politiques sur la question des violences. Mais il y a aussi, pour moi, avec ce malaise autour du tweet de Mélenchon, un signal, un questionnement sur le fonctionnement démocratique de cette organisation qu'est la France Insoumise. Oui, parce qu'il y a eu malaise. Hein. Même dans l'entourage du vieux, on n'a pas trouvé cette déclaration à la hauteur de la gravité de ce qui était reproché à Quatennens. Oui, et tout ça s'est raconté dans un article de Ariane Chemin et Raphaël Baquet, un article paru le 19 septembre dernier dans Le Monde. Toute la matinée de dimanche, Manon Aubry, Daniel Obono, Raquel Garrido et Clémentine Autain, toutes chefs de file de LFI, se sont battues pied à pied pour imposer au groupe d'hommes qui entourent Jean-Luc un communiqué corrigeant le message de Mélenchon. L'article revient en longueur sur la difficile mise en place chez les Insoumis d'une cellule d'écoute et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à partir de 2018. Une cellule d'abord confiée à Danielle Simonet, une proche de Mélenchon. Évidemment, ça a posé des problèmes aux militantes féministes insoumises qui auraient aimé davantage d'indépendance. Sarah Legrain a pris en 2020 la tête de ce que Mélenchon, méfiant, qualifiait de machin. Et bon an, mal an, ce machin, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, a traité déjà près d'une trentaine de signalements dont certains ont donné lieu à des exclusions. Mais évidemment, il est plus facile de prendre des sanctions contre des militants de base que contre des figures en vue du parti. On pense par exemple au signalement contre Taha Bouaf, Éric Coquerel ou encore Thomas Porte. Ces cas ont fait beaucoup de bruit et ils ont été difficiles à traiter pour la France Insoumise. Et on peut le comprendre, si la commission de suivi est dirigée par des cadres, qu'on soit Danielle Simonet, Sarah Legrain ou même Clémentine Autain, même avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile de traiter le cas d'un camarade avec lequel on a milité parfois depuis des années. Surtout quand on doit enquêter seul, puis juger seul et vite, comme ça a été le cas dans l'affaire Bouafs. Même si les gens sont parfaits, connaissent par cœur ces sujets, sont de la meilleure volonté du monde, ça ne peut pas reposer sur une seule personne, c'est impossible. C'est trop dur, c'est des sujets qui sont trop difficiles. Vous écoutez la parole d'une victime, comment vous pouvez... c'est exactement, par exemple, le cas Taha Bouaf, c'est un très bon exemple de ça. Vous recevez un témoignage. Si vous êtes la même personne qui doit ensuite arbitrer, c'est intenable en fait, c'est vraiment difficile. Vous venez d'entendre Lénaïque Bredou, qui est journaliste à Mediapart, elle est spécialisée dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. Elle avait notamment couvert l'affaire Denis Baupin, c'était un peu avant MeToo en 2016 et cette affaire avait pas mal secoué Europe Écologie Les Verts. Denis Baupin, député de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale, mis en cause par plusieurs femmes de son ancien parti politique. Elle dénonce harcèlement,
et agressions sexuelles. Parmi elles, Sandrine Rousseau, l'une des porte-paroles d'Europe Écologie Les Verts. À l'époque, elle explique avoir parlé des agissements de Denis Baupin à 2 cadres du parti. Pour l'un, il m'a répondu il a recommencé, c'est pas possible. Et puis l'autre l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire on sait, de toute façon, il fait ça à tout le monde, quoi. Bon, cette affaire, elle a été importante pour toute la gauche. En fait, c'est Sandrine Rousseau et quelques autres qui ont poussé les partis de gauche à prendre cette question au sérieux. C'est ça qui a amené à ce que ces partis créent des cellules d'écoute, cellules de suivi, etc. Alors il y a aussi des affaires à droite, hein. On l'a vu avec Abad, avec Zemmour, évidemment avec Darmanin, mais on a l'impression que dans les partis de droite, les choses avancent un petit peu plus lentement. Ouais, c'est un euphémisme, ça n'en a rien à foutre. C'est pas plus à gauche, à droite, c'est pas parce qu'il y a plus d'affaires qui sortent à gauche qu'à droite qu'il y a plus de violences sexistes et sexuelles à gauche qu'à droite, mais par contre, c'est vrai que le lien avec l'engagement féministe fait que souvent, malgré tout, dans les formations politiques à gauche, il y a plus de cadres pour prendre la parole, pour croire qu'on est écouté et mettre les mots aussi dessus. Mettre les bons mots sur les choses, déjà, c'est un premier pas, d'autant plus que ces mots, ils ont changé. Hein. Il y a 10 ans, on disait un dragueur lourd, aujourd'hui, on dit un harceleur directement. Et si les jeunes militantes sont bien à jour sur ces questions de vocabulaire, les mecs ou les gens d'une autre génération ont beaucoup plus de mal à comprendre que ce qui était très peu dénoncé il y a 10 ans est devenu inacceptable aujourd'hui. Enfin, faut se rappeler, l'affaire Dominique Strauss-Kahn, ça touche le Parti socialiste, on est en 2011, tout ça, c'est quand même la vie privée, des affaires de bonnes femmes. On est quand même dans cet environnement-là où, si on reprend encore, enfin, c'est sidérant, c'était il y a 10 ans, hein, c'est pas il y a si longtemps. Pendant très longtemps, on a quand même considéré que ces sujets n'en étaient pas vraiment, que c'était pas des sujets politiques surtout. C'était pas des sujets politiques. Aujourd'hui, on sait que ce sont des sujets très politiques parce que qu'on parle d'agression ou même de climat sexiste, si c'est cette ambiance-là qu'il y a dans le parti, ça va avoir des conséquences très concrètes sur la carrière des femmes en politique ou même la présence des femmes en politique. C'est ce que nous a expliqué Marine Tondelier, figure montante d'Europe Écologie Les Verts. Être une femme en politique, pendant très longtemps, ça voulait dire prendre sur soi ou partir. Et en fait, il y a des choses qu'on enfouit en soi, quoi. Enfin, on essaye de... je ne sais pas si c'est des méthodes de résilience ou de distanciation. Je n'ai même pas envie de faire ma psychanalyse en direct, mais il y a plein de choses qu'on subit en tant que femme et on est amené à réagir chacune de manière différente. Et peut-être que moi, j'ai évolué dans un milieu où j'ai fait en sorte de prendre sur moi. Si je m'étais arrêtée à chaque violence sexiste, verbale, etc., les journées auraient été longues quand même. Et les femmes elles-mêmes ont parfois besoin de formation pour se défendre, pour apprendre à nommer les choses, ou pour connaître le droit. Parce que les élus, ils sont comme tout le monde. En fait, ils connaissent pas. Combien d'élus connaissent la définition du harcèlement sexuel, connaissent la définition de l'agression sexuelle? Je pense que franchement, je veux dire, et c'est pas de les blâmer de dire ça. En réalité, il y a plein de gens qui savent pas. Et donc, ces formations, elles ont permis de nous mettre un cadre aussi, d'être formés par des gens qui connaissent bien ces sujets. Et ça a été, je pense, assez salutaire. Ouais. C'était assez salutaire parce que du coup, on se sent peut-être plus armé pour en parler. Alors oui, depuis 2016, les partis essayent de plus en plus de se former à ces questions. Parce que c'est bien beau d'avoir une cellule pour enquêter et sanctionner, mais le mieux c'est quand même que les agressions n'aient pas lieu. La lutte contre les VSS, tous les gens qui travaillent sur ces sujets le disent, ça ne peut pas être que des procédures pénales ou des procédures disciplinaires, il faut que ce soit de la prévention. Et c'est vrai à l'école, c'est vrai à l'éducation sexuelle, c'est vrai à tout ça, mais c'est aussi vrai dans les entreprises. Et c'est donc vrai aussi dans les formations politiques, dans toutes les structures, en fait, partout, dans les clubs de sport, partout. Caroline Dehaze, justement, est à la tête d'une entreprise qui prodigue ce genre de formation. Elle nous a expliqué un peu comment ça se passait. En fait, quand on forme sur la question des violences, pour moi, le premier objectif de la formation, c'est ce que j'appelle percuter l'illusion de l'égalité. Parce que globalement, les gens ont l'impression que ça va. En fait, oui, il y a des violences, c'est pas bien, mais chez nous, c'est pas pareil. Voilà. Et dans 100% des espaces, que ce soit des entreprises, des partis politiques, encore plus quand c'est des structures plutôt de gauche, plutôt engagées sur le sujet, il y a vraiment cette conviction que chez nous, c'est pas pareil. Et on commence en général la formation comme ça, en disant on va parler d'agissements sexistes, de harcèlement sexuel, parce que c'est des faits auxquels vous avez déjà été confrontés et vous serez confrontés à nouveau au cours de votre vie professionnelle ou de votre vie militante. Et là, je m'arrête et je dis aux gens dans la salle, peut-être qu'à ce moment de la formation, on est au tout début, hein, votre cerveau se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, en fait, c'est juste que vous n'avez pas encore installé le décodeur, mais c'est le but de la formation. On va installer le décodeur et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a autour de vous. Vous êtes à la machine à café, vous n'êtes pas de super bonne humeur ce matin, et puis il y a votre collègue qui arrive et qui vous dit « Bah dis donc, t'as tes règles ou quoi ?» Si vous lui dites « Bah en fait, tu peux pas dire ça, c'est interdit », en général il va vous répondre « Non mais ça va, t'as pas d'humour, on peut plus rigoler. » Moi je refuse de rentrer dans un débat de « Est-ce que c'est drôle ou pas ?» Il a le droit, votre collègue, de trouver cette remarque drôle. C'est pas la question. La question, c'est que le code du travail
dit que nul ne doit être soumis à un agissement sexiste. Il n'est pas précisé dans l'article du Code du travail. Si c'est drôle, ça passe. Puis en fait, même sur ces cellules-là d'accueil de la parole, de sanctions, même là aussi, il y a besoin de formation pour mener ce genre de boulot, quoi. Ça s'improvise pas. Oui, par exemple, avant de sanctionner, il faut faire une enquête. Et ça pose la question, comment est-ce qu'on fait une enquête? Elle sait faire une enquête, Caroline Dehaas? Oui. Ça m'étonne pas. Maintenant, je sais comment mener une enquête. C'est-à-dire, je sais combien, voilà, j'ai une certitude, par exemple, je sais qu'il faut pas faire des entretiens d'enquête de plus de 45 minutes. Parce que c'est épuisant pour les victimes, c'est épuisant pour les personnes qui sont reçues. J'ai aussi la certitude qu'il faut que les gens puissent être accompagnés dans les entretiens. Parce que c'est très difficile un entretien d'enquête, notamment si vous êtes la personne mise en cause, mais pas que, etc., etc. Il y a des trucs sur lesquels j'ai des certitudes. Et puis, il y a des trucs sur lesquels, en fait, je sais pas. Je pense qu'il y a aucune organisation politique où c'est bien fait, où c'est parfait. Parce que tout le monde tâtonne, parce que tout le monde progresse, avance, se pose des nouvelles questions qu'elles n'ont jamais posées. Il faut imaginer quand même des partis politiques qui savent exclure des gens pour dissidence, par exemple, depuis des décennies. Mais gérer des enquêtes sur les VSS, sur les violences sexistes et sexuelles, en fait, elles savent pas le faire, elles l'ont pas appris. Donc partout ça tâtonne, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Les écolos s'y sont mis avant les autres, mais là, voilà, on voit bien que c'est pas non plus parfait. Ah bah voilà, prenons un cas précis chez les écolos. Julien Bayou. En juillet dernier, le Figaro révélait que des accusations de violence psychologique portées contre Julien Bayou étaient traitées par Europe Écologie Les Verts. L'affaire n'avait pas fait grand bruit, elle était sortie en plein été et elle était cachée derrière un paywall de droite. Seulement voilà, des informations circulaient de toute façon déjà dans les milieux militants, parce que si les cadres serrent les rangs et se taisent, les militantes, elles parlent entre elles. Bah oui, ne serait-ce que pour se prévenir, pour des raisons de sécurité et puis par solidarité. On voit ça dans un tweet de Marie Coquille-Chambel, une militante féministe qui raconte ce qui se disait sur Thomas Porte, par exemple. Quand je suis allé aux universités d'été de la France Insoumise en 2021, on m'a montré Thomas Porte et on m'a dit « Ne reste pas seul avec lui, fais attention ». Les camarades ont tenté de faire barrage à son intégration à l'AFI sans succès, c'était su. Le tout suivi du hashtag Relève Féministe qui est apparu ces derniers jours sur Twitter. Et c'est avec ce même hashtag qu'on a également vu fleurir sur le réseau des interpellations, notamment sur le cas de Julien Bayou. Bonjour ELV, la cellule VSS a été saisie en juillet après des accusations de violence commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité? Aucune mesure ne semble avoir été prise. Pourquoi? Hashtag Relève Féministe. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous trouverez sans doute assez facilement des ressources pour savoir ce qui est reproché à Julien Bayou. Mais c'est ce hashtag suivi d'une intervention remarquée de Sandrine Rousseau sur France 5 qui ont remis ce sujet sur la table et qui ont forcé Europe Écologie Les Verts à produire un communiqué, qui ont forcé aussi Julien Bayou à se mettre en retrait de la coprésidence du groupe écolo à l'Assemblée nationale. Derrière Relève Féministe, il y a un collectif informel de militantes féministes d'un peu tous les partis ou même sans parti, mais réunis par un sentiment de ras-le-bol. C'est l'affaire Caténin, c'est la réaction de Mélenchon qui a précipité leur mobilisation, d'abord avec ce hashtag, puis avec cette tribune parue dans Libé. Silence, consternation, puis explosion de colère. Chez les féministes, ce n'est pas une vague de dégoût qui nous a emportés après les déclarations de nombreux cadres et partis de gauche, c'est un vrai tsunami. Face à une solidarité masculine qui protège des agresseurs pullulants dans nos sphères politiques, nous appelons à une relève féministe. Alors ça, c'est nouveau. Ça, c'est sans doute un des faits les plus intéressants de toute cette séquence. Pour la première fois, des militantes qui étaient un peu éparpillées dans leurs assauts, dans leurs partis, qui galéraient un peu chacune de leur côté, ont décidé de faire front pour que les choses avancent, pour qu'enfin il y ait dans ces partis, dans ces assauts, une relève féministe. Lorsqu'un groupe politique porte un programme féministe, on est en droit d'attendre qu'il cesse de protéger les agresseurs, surtout quand on sait qu'en France, au moins 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales par an, dit encore la Tribune. Et oui, en effet, les volets féministes des programmes des formations de gauche sont souvent sous-traités à des militantes spécialisées sur la question. Alors oui, ils sont ambitieux, mais ils ne reflètent pas nécessairement la mentalité de la direction des partis sur la question. Et donc cohabitent dans la même organisation politique des gens qui ont donc écrit ce livret thématique et des gens qui saluent la dignité et le courage d'Adrien Quatennens quand il est mis en cause pour violence conjugale. Et d'après Le Monde, voilà, Jean-Luc Mélenchon qui parle du machin à propos du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Donc cette cohabitation, je pense, elle dit bien, en fait, l'espèce d'état d'entre-deux dans lequel on est. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui dans tous les partis de gauche, c'est qu'il y a, en fait, une forme de tétanie vis-à-vis des violences. C'est-à-dire qu'ils sont comme figés. Ce que je peux comprendre, hein, franchement, c'est terrifiant, en fait, ces questions-là. Et puis, c'est douloureux, parce que c'est nos potes, en fait, qui sont mis en cause. Enfin, en tout cas, les potes des dirigeants politiques. Du coup, les directions pataugent. Pour Quatennens, on a vu le cafouillis. Pour Bayou, elle en est où l'enquête, la cellule, tout ça, on sait pas trop. Et la manière dont elle est traitée par cette cellule, donc la cellule interne AEV, la cellule indépendante, je n'ai pas à en connaître non plus. C'est-à-dire que nous, on a un grand respect en tant que dirigeants de ce mouvement. On n'a pas à interférer, à faire de l'ingérence,
à leur dire comment faire, comment ne pas faire. Alors cette enquête, elle en est où? Bah du coup, pour l'instant, on sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que ça passe des coups de fil, ça panique un peu. Il y a certains qui auraient bien aimé que cette enquête n'aboutisse à rien du tout. Et c'est aussi pour ça que le hashtag relève féministe a fait beaucoup de bruit. Ces tergiversations ne passent plus auprès des militantes. Je sais que par exemple, il y a des débats du côté de ce qu'on appelle les cellules d'écoute qui disent qu'elles doivent garder totalement confidentielles les informations et ne pas les faire remonter au niveau des dirigeants du parti. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Parce que je pense que les dirigeants du parti, ils doivent être informés. Alors, ils doivent pas forcément avoir les noms, ils doivent pas forcément avoir tout le détail précis, mais ils doivent savoir le niveau de gravité. Sinon, ils peuvent pas réagir de manière appropriée. Donc là, tout s'accélère à gauche, mais du coup, ça fait une crise. Et est-ce que c'est une bonne chose pour la gauche? Bah, je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de prévention contre les agressions sexuelles, qu'il y ait plus d'écoute dans les cellules d'écoute, que les militants comprennent mieux les comportements répréhensibles et que les militantes se sentent plus en sécurité? Ah bah c'est sûr, oui. Bah oui, si tu présentes ça de façon woke, oui. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait des voix de féministes qui s'expriment pour dire qu'elles sont pas d'accord. Mais c'est important tout court, mais en fait c'est aussi important pour la gauche. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nos dirigeants font des erreurs ou voire merdent dans les grandes largeurs? Ben, en fait ça désespère les gens. Et notamment toutes les nouvelles générations qui sont beaucoup plus engagées que les précédentes sur ces questions-là. Comment vous voulez qu'elles viennent voter derrière, qu'elles s'engagent en politique, si elles ont l'impression que leurs dirigeants sont déconnectés à ce point-là? C'est un peu des moments de révolution, des révolutions sociétales, et ça, en fait, ça se fait de manière forcément un peu violente, un peu dérangeante. Et moi, je porte pas de jugement non plus là-dessus, parce que peut-être que c'est la seule condition, que c'est la seule solution pour que ça se fasse vraiment. Donc acte, on en est là. Voilà, on en est là, cette séquence est sans doute loin d'être terminée, il s'est sans doute d'ailleurs passé des trucs ce week-end qu'on n'a pas pu traiter. Ouais, et puis ça pose aussi d'autres questions pour les partis, notamment pour la France Insoumise. Comment ces partis vont pouvoir s'ouvrir, se démocratiser, devenir plus transparents, plus accueillants pour les militantes? Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour que les partis politiques ne restent pas des boys clubs. Alors comment on fait? Bah tout ça c'est un peu nouveau pour les partis, personne n'a de réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est que ce travail qui a commencé à être engagé ne va pas assez vite, manifestement. Il est temps que la gauche fasse mieux. Voilà, à lundi, dans 2 semaines. N'empêche, c'est super sympa de la part de Caroline Dehaze de nous avoir fait sa formation gratuitement. Non, pas gratuitement, on a reçu la facture. 15 000 balles, ça va être retenu sur nos salaires. Bam, 1 mois de salaire. Comment ça, 1 mois de salaire? 3 mois de salaire, oh là là, 3 mois de salaire, dis donc. De quoi? 5?